Je pense que nous sommes dans une autre période, une période où il s'agit de convaincre et non pas obligatoirement de boycotter. D'ailleurs, le boycott finit toujours par se retourner contre ceux qui commencent à boycotter, comme nous le savons dans d'autres contextes. Imaginons que vous avez un gars qui dit que 2 plus 2 font 5 et qui veut dialoguer avec un grand mathématicien. Est-ce que le mathématicien est obligé de dialoguer avec ce gars-là qui dit que 2 plus 2 font 5 ? C'est ça la question. Eh bien, ce matin, nous allons dialoguer ensemble. Alors, ce n'est pas obligatoirement un débat parce qu'il est possible que les avis soient partagés. Mais en tout cas, nous allons parler d'un sujet qui est d'un sujet d'actualité, même s'il n'est pas mentionné dans les grands titres des quotidiens israéliens. Nous allons essayer de débattre d'une décision, d'une annonce faite par le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef, qui, il y a une semaine, a très vivement critiqué la décision du Rav Eliezer Melamed. Le Rav Eliezer Melamed, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Har Bracha et un posek très connu, un décisionnaire très connu dans le monde religieux, sioniste religieux et on va dire même orthodoxe, qui avait, il y a quelques mois, rencontré en Zoom la rabbine du mouvement réformiste du MJLF, Delphine Orviller, dans un colloque consacré aux relations entre Israël et le peuple juif. À cause de cette rencontre, et même d'une rencontre précédente qui remonte à plus d'un an, eh bien, le Rav Yitzhak Yosef a quasiment menacé d'excommunier, on va dire, de l'énadot en hébreu, de retirer le Rav Melamed. Il a critiqué de manière très virulente ce geste, l'affirmant qu'il s'agissait de quelque chose de très grave et qu'il avait franchi une limite qui était inacceptable. Depuis, eh bien, il y a eu aussi une lettre de certains rabbins de la mouvance sioniste religieuse, on va dire, plus orthodoxe, comme le Rav Tol, le Rav Eliaouzini, le Rav Eliakim Levanon, qui eux aussi ont affirmé qu'il ne fallait pas dialoguer avec le mouvement réformiste. Et la grande question que nous allons à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est est-ce que on peut dialoguer, on doit dialoguer avec le mouvement réformiste, quel qu'il soit, aux États-Unis, en France ou même en Israël. Et pour essayer de répondre à cette question, nous avons deux invités ce matin. Le Rav Raphaël Sadine. Rav Raphaël Sadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes le Rosh Kollel du Kollel, rappelez-moi le nom qui m'échappe à la... Et nous sommes également avec le Rav Eli Kling, de la Midreshet de Chemdat Darom, qui est le responsable depuis longtemps du programme francophone au sein de Chemdat Darom. Boker Tov, Eli Kling. Boker Tov, Chemdat Darom qui vient d'ouvrir sa 26e promotion. Voilà, vous n'avez pas raté l'occasion d'en parler, c'est important. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Alors première question que je vous pose, doit-on peut-on dialoguer avec le mouvement réformiste ou au contraire, doit-on adopter la position du Rav Rashi, du grand rabbin d'Israël, du Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef, très virulente, qui va même jusqu'à quasiment excommunier un rabbin pour avoir dialogué avec Delphine Orviller? Et je ne sais pas si je suis en accord ou pas avec le Rav Sadine, je ne connais pas son point de vue sur cette question-là. Je vais vous dire ce que moi je pense. La vérité, ce que je pense n'engage évidemment que moi, c'est-à-dire c'est un sujet sur lequel donc ont pris position des très grands poskim de notre génération, que ce soit le Rav Yosef, qui a été le plus virulent, si j'ai bien compris, de tous, que ce soit les rabbanim que vous avez cités, qui sont des rabbanim très connus également pour être des talmidei chachamim et des poskim également de halacha. Donc évidemment, ce que je dis n'engage que moi et il ne s'agit pas d'une discussion ilkratique, il s'agit ici de savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter face au mouvement libéral. Et il est vrai que lorsqu'il est apparu, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte historique parce que sinon on n'arrivera pas à dire les choses de manière très juste. Lorsque le mouvement libéral est apparu d'abord en Allemagne et puis ensuite très rapidement aux États-Unis et qui visait un petit peu des ravages, on va dire comme ça, dans le milieu juif traditionnel et que à part quelques grands hommes qui ont réussi à garder l'élite de la jeunesse chez eux, je pense au Rav Hirsch à Francfort, les autres, les communautés se sont très rapidement soit complètement assimilées, soit en passant par le judaïsme libéral, ont laissé tomber donc l'histoire de la Torah, parce qu'il ne faut pas se tromper, quoi. Le judaïsme libéral, c'est le judaïsme qui dit
enfin, le véritable mot, c'est réformer. C'est le juif qui dit, écoutez, c'était bien gentil la cacheroute, mais c'est plus actuel. C'était bien gentil le Shabbat, mais c'est plus vraiment à l'ordre du jour, etc. Et il y a eu même des réunions qui se sont faites aux États-Unis, à Pittsburgh. Ils ont fait une grande assemblée où ils ont décidé qu'il fallait annuler ci, annuler ça, repousser ci, repousser ça. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe totale. Donc, à l'époque, dans le contexte de l'époque, on ne savait pas trop ce que ça allait donner et combien de jeunes allaient être attirés par ce mouvement. Les rabbinim de l'époque ont eu une position très, très, très difficile, très dure, et en effet, c'était pratiquement un chedrem, il ne fallait pas leur parler, etc. Bon, 200 ans pratiquement ont passé, quelque chose comme ça. Les choses ont évolué d'un côté et de l'autre. Je ne dis pas qu'ils sont moins dangereux que ce qu'ils étaient à l'époque, mais je dis qu'aujourd'hui, tout ce dialogue de haramot, c'est-à-dire de mettre quelqu'un en chérem, de ne pas lui parler, etc., ce n'est pas vraiment dans l'esprit du temps. Et je pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas dans l'esprit du temps. Je pense que nous sommes dans une autre période, une période où il s'agit de convaincre et non pas obligatoirement de boycotter. D'ailleurs, le boycott finit toujours par se retourner contre ceux qui commencent à boycotter, comme nous le savons dans d'autres contextes. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je serais très heureux de reprendre la parole après, mais je suis très, très curieux de savoir ce que pense le Rav Sadin. Alors justement, vous dites, Elie, que c'est pas dans l'esprit du temps, mais tout de même, je voulais mentionner une coupure de presse qui remonte aux années 70, lorsque le père du Rav Yitzhak Yosef, le Rav Ovadia Yosef, qui était à l'époque le grand rabbin d'Israël, lui-même avait rencontré à l'époque une délégation de rabbins réformés et conservatifs américains dans le cadre de ses fonctions. Donc peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, son fils reflète un courant qui est, on va dire, plus radical, plus virulent contre le mouvement. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en effet, c'est-à-dire que le Rav Ovadia Yosef, en tant que Rav Arashi d'Israël, bon, il faut comprendre le. Oui. Mais je voudrais donner la parole, Elie, au Rav Raphaël Sadin. Rav Raphaël Sadin, est-ce qu'aujourd'hui le monde orthodoxe n'est-il pas plus radical envers le mouvement réformiste qu'il ne l'était il y a quelques dizaines d'années? Non, je ne crois pas du tout. Par contre, ce que dit Rav Kling est tout à fait exact. Je pense qu'effectivement, le problème n'est pas de dialoguer ou d'échanger des concepts. Le problème dans le dialogue avec les réformés, d'après moi, il est double. Il y a un premier problème, c'est que dès qu'il y a une sorte de dialogue, on légitimise deux positions. Nous, on pense comme ça, l'orthodoxie, vous pensez autrement, la réforme, et que c'est les deux peut-être. C'est le propre d'un dialogue. C'est le propre d'un dialogue. Or, dès qu'on parle, si c'était une question d'idéologie ou on peut avoir des dialogues avec des philosophes, des athées, il n'y a aucun problème. Parce que, effectivement, la vérité thoraïque se doit de se confronter à toutes sortes d'idéologies ou de philosophies qui n'est pas forcément en accord avec les principes de la Torah. Mais quand vous avez un groupe au corps même du peuple juif qui essaie non pas de déformer la Torah de l'intérieur, mais surtout qui d'un côté, comme a dit Rav Kling, réforme la Torah, nie les principes essentiels de la Torah, mais s'accapare des apparats du judaïsme traditionnel. Si par exemple un pasteur, moi je ne veux pas appeler rabbin, réformé ou conservatif, se faisait appeler philosophe ou se faisait appeler, j'aurais pas de problème de dialoguer avec lui. Mais comme il se fait appeler rabbin ou grand rabbin, donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'imposture. Une imposture terrible, d'après moi, où on essaie de prendre les apparences du judaïsme authentique, traditionnel, de l'intérieur, le métamorphosant complètement, le détruisant. Et donc là, il y a une malhonnêteté intellectuelle énorme qui est absolument insupportable. C'est comme si vous aviez aujourd'hui en France, on n'est pas considéré comme un pays dogmatique, hein, si quelqu'un tout d'un coup s'auto-proclame docteur, il est passible de prison. S'il fait de la médecine sans être lui-même diplômé de médecine. Donc le problème, c'est la légitimité, et le problème, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'une religion n'est pas une opinion, on n'invente pas des religions. La religion est le produit d'une révélation divine, et que ça est très structuré, elle a traversé des milliers d'années, de vouloir tout d'un coup, à cause d'une opinion, alors que les gens pensent qu'ils veulent, qu'ils soient pour ça, contre ça, chacun est libre de penser comme il veut, je n'ai aucun problème. Mais au moins, assumez le fait que ou vous êtes une autre religion, alors appelez-vous autrement, ou vous êtes des libres penseurs qui pensez intellectuellement ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, là on peut dialoguer. Mais quand vous vous posez comme rabbin, ou comme judaïsme alternatif,
Là, c'est plus possible parce qu'on touche à l'essentiel de la vérité de la pensée de la révélation. Donc, moi, je ne suis pas aussi radical que Rav Yosef. Je pense que Rav Melamed avait le droit de faire ce qu'il veut. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette démarche, mais de menacer d'excommunication, enfin de Nidou, ce n'est pas exactement l'excommunication, c'est moins créé, mais quand même, de menacer de ça, moi, je ne suis pas forcément enclin à penser que c'est forcément une bonne chose, dans la mesure où il faut laisser au Rabbanim une latitude d'agir comme ils l'entendent, du moment que c'est pas scandaleux. Là, je pense que c'est pas scandaleux. Quelqu'un a le droit de vouloir dialoguer. Je pense que j'ai pas vu le débat, mais je pense qu'il a dialogué dans le sens de montrer que la Torah, autant moi j'appelle le mot orthodoxe non plus, je préfère le judaïsme authentique, soit vraiment la solution à des appels spirituels. Mais voilà. Mais d'une certaine manière, Rav Sadine, ne pas dialoguer, comme on comprend apparemment que vous ne souhaitez pas dialoguer avec le mouvement réformiste, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ce n'est pas d'une certaine manière reconnaître une forme un aveu de crainte, de peur par rapport à un argumentaire que pourrait amener l'autre partie? Bah, écoutez, dans le cas personnel, sachez qu'Academ m'avait proposé un débat avec Orviller, que j'avais accepté parce que j'avais décidé pas donc de dialoguer gentiment, mais de dialoguer radicalement. Et c'est elle qui a refusé, sûrement de peur de l'argumentaire. Donc là, il faudrait qu'à un moment donné, remettre les choses à leur place. C'est pas une question de ne pas dialoguer. On peut dialoguer du moment que ce dialogue est un dialogue sans concession, un dialogue entre guillemets civilisé mais brutal au sens où on est capable de dire les choses telles qu'elles sont et qu'on est capable de dénoncer des impostures. Aucun rabbin orthodoxe ne sera critiqué d'avoir tenu face à un rabbin, enfin un pasteur réformé ou conservatif, en disant les choses telles qu'elles sont. Mais si on est dans un débat où il y a de la convivialité, de la complicité, et qu'il en ressort à la fin que oui, vous pensez comme ça, je pense comme ça, nous sommes tous juifs, on s'aime tous, la vie est belle, la vérité c'est une question d'option. On peut être excusez-moi de vous interrompre. Alors là, on est dans la catastrophe. Excusez-moi de vous interrompre. On peut être très ferme dans les positions et très convivial pour discuter avec quelqu'un. Je pense que à propos du problème de la légitimité qu'on nous donnerait si jamais on discute, etc. Personne d'honnête en tout cas, n'a pensé une seule seconde que le Rav Ovadia Yosef, quand il a reçu dans sa lishka là-bas de rabbinat, des représentants du mouvement libéral ou conservatif, voulait leur donner une légitimité. Personne ne pense que le Rav Melamed, enfin tout celui qui connaît un petit peu, a bien compris que c'était pas du tout dans cette optique-là. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut dépasser tout ça. Ça fait longtemps que tout le monde connaît les positions orthodoxes par rapport aux libéraux. Tout le monde connaît d'ailleurs aussi les positions libéraux par rapport aux orthodoxes. Donc personne ne pense que le fait même de discuter ce serait une légitimité. Je pense que ce repli sur soi continue dans la grande majorité, on va dire dans le mainstream du monde des rabbinim orthodoxes, on continue à avoir vis-à-vis d'eux, ça dessert un petit peu la cause. C'est-à-dire en fait, elle joue, pas seulement Delphine, mais en général, ils jouent sur quoi? Ils jouent sur le fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts que nous, ouverts au dialogue, etc., que nous sommes des gens sectaires, qui refusons le débat, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses dont ils nous accusent et qu'on n'a pas à se justifier, parce que s'ils nous accusent, par exemple, d'être réactionnaires et d'être trop conservateurs, etc., on peut évidemment l'assumer avec grand plaisir et leur expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de l'être. Mais pourquoi leur donner finalement des arguments lorsque on pourrait très bien, au contraire, montrer que, et apparemment on est d'accord puisque vous avez accepté de discuter avec elle et vous dites que c'est elle qui a refusé de le faire, et donc au contraire, ça prouve bien que on lui enlève, en tout cas en acceptant de discuter, on leur enlève au moins un argument qui est on a peur. Oui, mais vous avez raison, mais vous parlez un peu de stratégie. Je parle de stratégie, c'est de ça que je parle. Je parle de stratégie. Vous avez raison, évidemment que sur les positions, écoutez, le Rav Sadine, je suppose que vous et moi, on est d'accord sur les positions. On est d'accord, mais je pense qu'au-delà de la stratégie, il y a un problème de principe. Ça veut dire que un problème de trahison, j'ose le mot, trahison même par rapport à la fidélité à Dieu. Pourquoi je dis ça? Je dis que d'un côté, effectivement, stratégiquement, et vous et moi n'avons pas peur de parler avec qui que ce soit, on le sait bien, etc. Et je pense que l'exemple de Rav Ovadia Yosef n'est pas tellement pertinent, parce que dans le cadre de ses fonctions de grand rabbin d'Israël, il n'a pas dialogué avec ses rabbins, il les a reçus s'ils venaient d'Amérique, et on sait très bien le soutien que les Juifs américains donnent à Israël, d'ailleurs c'est leur mérite, ils n'ont pas que des torts. Je ne sais pas si son fils aurait fait la même chose, d'après ce que j'entends. Peut-être pas, parce qu'il n'a pas peut-être la même envergure que son père, mais c'est l'idée
ce n'est pas du tout cet événement des années 70 n'est pas du tout pertinent par rapport à notre débat d'après-midi. Alors, je voudrais vous poser une question, Rav Saadine, et une réponse, une double réponse de votre part et de la part de Daily Kling. Il y a quelques années de cela, j'avais interrogé le responsable du mouvement réformiste en Israël qui s'appelait Uri Regev, et lui m'avait dit: je ne comprends pas l'opposition des orthodoxes au moindre dialogue avec nous, parce que finalement nous faisons l'essentiel du travail, c'est-à-dire que dans la société israélienne, et là je parle de la réalité israélienne, nous transformons des laïcs qui ne croient pas en Dieu, nous leur donnons cette envie de croire en Dieu, alors après que les orthodoxes les récupèrent et leur donnent l'apport des 613 mitzvot, etc. Nous, ça nous est égal, mais nous avons fait l'essentiel de la démarche, c'est-à-dire nous avons transformé quelqu'un qui est laïque en quelqu'un qui est croyant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Laissez-moi rire. Vous savez combien de synagogues orthodoxes vous avez en Israël? Vous avez le chiffre? Ah oui, il y en a des milliers. On est à peu près à 40 000. Combien y a-t-il de synagogues réformées conservatives en Israël? Moins de 10, moins de 20, je ne sais plus. Il y a une trentaine de communautés. Oui, c'est une infime partie absolument insignifiante d'un point de vue dans la vie réelle du judaïsme israélien. Raison de plus. Ils sont très présents. Oui, bien sûr, non, mais ils sont très présents d'un point de vue médiatique. Ils sont très présents dans les médias, ils sont très forts, dans l'Internet, ils sont très forts, dans les réseaux sociaux, ils sont très forts, mais ils ne représentent absolument pas une vie judaïque dans le quotidien. Absolument, ni en Israël, ni en France, plus aux États-Unis, c'est vrai, mais en Israël, absolument pas, et en France, absolument pas. Donc c'est une surreprésentation médiatique, ils n'ont pas vraiment de place. Mais alors la question du dialogue, encore une fois, pour répondre à Kling, c'est pas du tout il ne faut pas. On est toujours intéressé. La vérité a tout à gagner de se confronter à un langage du mensonge, et la vérité s'enrichit en réfutant le mensonge. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans les débats organisés, où à la fin du débat, le public aura l'impression de dire « oui, les deux se valent, ils ont bien parlé les deux, c'est sympa », là, on arrive à quelque chose qui, d'après moi, est une trahison par rapport à la vérité. Non, mais c'est la même chose. On se doit. Des fois, la pertinence, c'est effectivement de dialoguer, et des fois, la pertinence, c'est ne pas rentrer dans un piège où le dialogue va, en vérité, mettre en exergue deux positions qui ont l'air de se valoir l'une l'autre, et qui serait donc, pour moi, une trahison par rapport à la vérité, à l'individualité de la vérité. Je pense que si on organise un débat où on peut aller au fond des choses, et on peut parler de qu'est-ce que c'est la révélation, si on peut parler de qu'est-ce que c'est le principe de vérité, et si on peut parler de qu'est-ce que c'est historiquement le mouvement, qui en vérité le mouvement libéral, qui a toujours été un mouvement bourgeois, qui a toujours épousé la pensée dominante. Vous savez qu'ils étaient très antisionistes au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Presque autant que les rabbins orthodoxes. Vous avez les deux. Le rabbi de Gour, n'oubliez jamais que le rabbi de Gour, qui avait un million de chassidim, a dit à tous ces chassidim de venir en Israël. Et c'était les libéraux qui étaient antisionistes. Très antisionistes. Maintenant, ils sont sionistes. Très antisionistes. Ils ont même enlevé les références à Eretz Israël dans leur sidourim. Par contre, les conservatives ne l'était pas du tout, et même était très sioniste. Et la vérité, puisqu'on parlait de ça, puisqu'on parle de stratégie, en fait, je ne crois que, comme vous l'avez très bien souligné, c'est-à-dire, je ne pense pas. Ça sera le mot de la fin. Je ne veux pas quelqu'un pourrait penser qu'on a un problème ici de fond, on est d'accord sur le fond, mais c'est un problème de stratégie. Je pense que le fait, par exemple, qu'on ait mis dans le même sac depuis le début, et les réformés et les conservatifs, c'est pas sûr que c'était une bonne chose. Mais d'après moi, les conservatifs sont pires. Mais ça, on aura une autre fois. C'est possible. Je vous pose une simple possible. Il nous reste une minute. Mais il y avait une possibilité. De dialogue. Il y avait dédiaboliser les conservatifs. Il y avait une possibilité qu'au moins une partie d'entre eux, c'est mon opinion, soit ramenée dans le droit chemin. Vous savez que les conservatifs ont été créés par opposition aux réformés aux États-Unis. Il y avait d'abord, historiquement, il y a d'abord les communautés réformées. Ensuite, les conservatifs sont arrivés, ils ont vu la réforme, ils ont dit mais c'est pas possible, c'est pas du tout. C'est vrai. Ils ont fait. En fait, ils étaient considérés par les libéraux comme des orthodoxes, jusqu'à ce que les orthodoxes soient arrivés aux États-Unis et que les choses. Oui, mais vous avez un mouvement chez les conservatifs depuis plusieurs décennies. Le conservatisme originel était assez proche des orthodoxes. Avec le temps, ils se sont beaucoup plus rapprochés des réformés. Mais c'est un peu à cause de nous. C'est pas seulement à cause de. Je crois pas que c'est à cause de. C'est pas seulement à cause de. C'est aussi un peu à cause. Il faut quand même dire les choses. Je pense que c'est aussi à cause de nous. Eh bien, je crois qu'on a fait d'une certaine manière, on n'a peut-être certainement pas fait le tour du problème, mais en tout cas, on a compris. Daniel, je voudrais juste poser une question. Non, mais il nous reste 30 secondes. C'est une seconde.
Accordez-moi une seconde. Imaginons que vous avez un gars qui dit que 2 plus 2 font 5 et qui veut dialoguer avec un grand mathématicien. Est-ce que le mathématicien est obligé de dialoguer avec ce gars-là qui dit que 2 plus 2 font 5? C'est ça la question. Avant de dialoguer, on l'a bien compris. Vous avez été de la Torah qu'on a des gens qui disent absolument n'importe quoi d'un point de vue théologique. Non, je vois pas les problèmes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Je sais que Albert Einstein discute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rav Elikling, merci Rav Raphaël Sadine. On doit absolument rendre l'antenne, terminer ce débat. Merci beaucoup, c'était très intéressant de dialoguer avec vous et de dialoguer parce que c'est important de dialoguer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shalom. Merci à vous. Shalom, shalom.